c'est salutaire parce que ça nous sort de l'impasse. Ça nous sort de l'impasse parce que, enfin, nous savons que les élections se dérouleront. Mais nos compatriotes ou un certain nombre de personnes ne sont pas d'accord avec ces décisions par rapport à un volet, le volet qui porte sur la faisabilité avec l'EPI de 2011. Déjà, avec vous, on a eu cette introduction qui recentre le débat. Alors, monsieur Maître Gilles Balé, par rapport à la même question, déjà, votre point de vue quand vous avez reçu l'information. Merci beaucoup. Je voudrais dire que, comme le bâtonnier Mignon, je salue cette décision. C'est une décision qui nous sort de l'impasse. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Bon, moi, j'ai une lecture un peu nuancée par rapport au risque d'aller vers la liste de 2011. Parce que je sais qu'il y a, si vous voulez, une dimension pédagogique et une dimension pression dans l'hypothèse du recours à la liste de 2011. Ce n'est pas une hypothèse qui est souhaitable. Quand vous lisez même la décision, vous savez tout de suite, vous vous rendez compte tout de suite que ce n'est pas le premier choix de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit « Rendez la liste provisoire disponible le 15 janvier. Si vous ne le faites pas, on va utiliser la liste de 2011. » Pourquoi? Parce que quelles sont les autres possibilités? Les autres possibilités, c'était de dire « Bon, écoutez, la liste provisoire n'est pas disponible, mais le COS-LEPI dégage et tout est remis à la Sénat. » Quelle garantie avons-nous que les mêmes difficultés, les mêmes errements que nous avons notés au niveau du COS-LEPI, on ne va pas les noter au niveau de la Sénat? Quand vous prenez même par rapport à l'indépendance de tel ou tel organe, vous allez voir qu'à la date d'aujourd'hui, on peut prendre le risque de dire que le COS-LEPI tel qu'il est plus indépendant à l'égard de l'exécutif que la Sénat qui va venir. Vous êtes journaliste, vous pouvez faire vous-même l'analyse. C'est votre interprétation. Non, quand vous regardez comment la Sénat est composée, c'est le représentant envoyé par le chef de l'État qui a été mis à la tête de la Sénat. N'oublions pas que le président du COS-LEPI est également un élément de gouvernement. Nous avons assisté depuis quelque temps à leur divergence étalée dans les médias et nous pouvons constater que même à l'intérieur de cet organe, tous ceux qui ont été envoyés par la mouvance présidentielle ne se réclament plus de la mouvance présidentielle, à moins qu'ils ne soient de très grands comédiens. En tout cas, nous constatons que, a priori, ce n'est pas, il n'y a pas une certitude qu'en allant vers la Sénat, on a une indépendance meilleure que ce qu'on a au niveau du COS-LEPI. Au pire des cas, on a le même niveau de proximité par rapport au chef de l'État. Et autre chose qu'on nous proposait, c'était de retourner à une liste ad hoc. Mais la liste ad hoc aussi, qu'est-ce qui se serait passé? On n'a aucune certitude sur qui va le faire, dans quel délai on va le faire, etc. Bref, revenons à l'hypothèse donc de l'EPI de 2011. Cette hypothèse, comme je le disais, ce n'est pas le premier choix de la Cour constitutionnelle. Et vous avez vu que la date du 15 n'a pas été choisie au hasard. C'est la date qui a été communiquée par le COS-LEPI. Je tiens à dire que le COS-LEPI est composé de l'ensemble des forces politiques qui comptent dans le pays. Puisque le COS-LEPI, il y a la majorité, il y a l'opposition. C'est eux-mêmes qui ont proposé la date du 15 comme étant la date où la liste devait être disponible. Donc, à mon avis, on devrait davantage se concentrer sur la première hypothèse, qui est le choix de tous finalement. Parce que vous avez vu vous-même dans les développements, le lundi 12, c'est-à-dire hier, le COS-LEPI lui-même a écrit à la Sénat pour dire la liste sera disponible le 15, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Donc à partir de ce moment, pourquoi recourir à la peur, à la hantise de la LEPI de 2011? Je suis moi aussi contre l'utilisation de la LEPI de 2011 parce que il n'y a pas d'apaisement dans cela. Nous avons tous constaté qu'il y a des problèmes et c'est pour ça que nous avons mis autant de milliards pour corriger. Mais je pense que c'était juste pour mettre la pression sur les gens du COS-LEPI afin qu'ils ne disent pas que le 15, la liste n'est pas disponible. Et apparemment, ça a marché. Je pense que déjà, là, vous avez réussi également à expliquer un peu la chose. Mais parlant bien sûr de la LEPI, on va y revenir certainement dans notre développement. Mais avant, un autre constitutionnaliste est prononcé sur la question. C'est bien sûr le professeur Joël Aïvo qui pense que déjà cette décision est également salutaire. On l'écoute. À bien apprécier la liste électorale extrêmement informatisée, avoir une discussion bien pour les
Alors, le Conseil constitutionnel de ces pays sont restés les bras croisés. C'est-à-dire que la situation est des conséquences majeures. Lorsque le juge, le président pour parler, motiver, ou bien avec des acteurs politiques, aller jusqu'au sang, la conséquence, on l'a montré. Je préfère, à partir du moment où je préfère les excès, les critiques auxquelles l'activité de juge constitutionnel, la présence de juge constitutionnel me montre. Je préfère ces excès, mon père, les critiques que nous faisons aujourd'hui. Je préfère ces critiques aux conséquences de l'absence, la passivité du juge pour les juges constitutionnels actuellement mobiliser la Constitution, la loi électorale, dégager une solution pour nous classer. Est-ce que ça veut dire que les formules qui sont proposées par la Cour constitutionnelle sont les meilleures? Non. Est-ce que ça veut dire que lorsque la Cour constitutionnelle décide éventuellement de prospecter au cas où le 15 février et le 23 février, on n'aurait pas la liste électorale actualisée, est-ce que ça veut dire que la Cour constitutionnelle a raison en le faisant? Ce n'est pas une moyenne solution. Nous savons. Et les acteurs politiques et les citoyens, nous avons que la liste électorale avec laquelle nous sommes allés aux dernières élections législatives et présidentielles n'était pas consensuelle. Ça ne peut pas faire mais n'était pas consensuelle. On vient d'écouter bien sûr le professeur Joël Aïvo qui se prononçait sur la question, mais je m'adresse directement à vous, monsieur le bâtonnier, déjà en analysant un peu la situation. Est-ce que la Constitution prévoit une telle mesure lorsqu'on se retrouve dans une impasse électorale telle que nous l'avons aujourd'hui? Je voudrais que vous reprécisiez votre proposition. Oui, parce que déjà, la décision de la Cour, on pense que déjà c'est une mesure prévue. Selon ce qu'on a eu dans la décision, c'était prévu. Est-ce que réellement ça a son sens aujourd'hui déjà que l'impasse a perduré depuis des temps? Vous savez, l'impasse a perduré. Le chef de l'État aurait dû convoquer le corps électoral depuis longtemps. Il ne le faisait pas. Pourquoi? Tout simplement parce que, selon nous, il ne veut pas des élections. La preuve est là. Depuis 2013, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'on organise les élections communales, municipales et locales. Pour des raisons financières, disait-il à Bako. Tout le monde a entendu. Nous disons également que les députés n'ont pas joué non plus leur partition, qu'ils soient de la mouvance, qu'ils soient de l'opposition. Ils n'ont pas du tout joué leur partition. Nous avions eu l'impression que chacun est resté canté. Personne ne veut bouger. Personne ne veut qu'on aille à l'organisation des élections apaisées. Combien de fois nous n'avions point demandé qu'on organise les élections? Combien de fois vous, les gens de médias, n'avez-vous pas demandé qu'on fasse quelque chose? Je me rappelle à cette même radio, vous nous demandiez, mon confrère Badou et moi-même, qu'est-ce que nous pensons de l'injonction à faire par la Cour constitutionnelle au pouvoir, qu'il soit pouvoir exécutif, qu'il soit pouvoir législatif. Mais aujourd'hui, c'est pour vous dire d'une part que l'impasse existait depuis longtemps. Pour vous dire également d'autre part qu'on n'a rien fait, du moins les hommes politiques, de la mouvance et de l'opposition, tout le monde, pour des raisons inavouées, ne voulait pas qu'on organise les élections, alors que les élections législatives, c'est dans quelques semaines, c'est dans quelques mois. Et nous savons que le délai du mandat des députés est un délai préfixe, un délai qui ne peut pas être prorogé, un délai qui ne peut pas être modifié. Donc, tout le monde était là. On ne veut pas bouger du côté de l'Assemblée, du côté de l'exécutif. Et nous savons que si par extraordinaire, la Cour n'avait pas pris cette décision, si on avait demandé qu'on bouge un tout petit peu, qu'on proroge le mandat, vous imaginez ce que ça constitue, ce précédent pour les élections présidentielles de 2016. Vous voyez la gravité de ce que ça aurait pu causer. J'ai comme impression que les hommes politiques n'ont pas l'impression de leur responsabilité. C'est-à-dire, j'ai comme impression que leur préoccupation, c'est eux-mêmes. Ils s'en foutent royalement du pays, de l'intérêt du pays, de l'intérêt des Béninois. Ils ont prétendu marcher pour qu'on aille aux élections apaisées, pour que l'on fasse ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire qu'on organise les élections. La Cour vient de prendre une décision, que, comme nous le disons, une décision salutaire. On nous dit que
en se référant en deuxième position à la LEPI de 2011, ce n'est pas une bonne chose. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. On parle de pression, mais nous attendons le 15 pour voir ce qui va se passer. Le 15, c'est quand? C'est après-demain. Ils étaient là depuis le mois d'avril 2013, COS-LEPI. Ils ont prétendu qu'ils n'ont pas eu les moyens. Ils ont eu les moyens. Qu'est-ce qu'on leur demande? Ce n'est pas la LEPI, puisqu'on ne peut pas faire la LEPI en 1 an, en 2 ans. Si vous reprenez les documents de Ouanad, la LEPI, pour la faire, pour la refaire, ou pour la purer, je n'en sais rien, il faut un minimum de 3 à 4 ans. Alors, tout le monde sait que ce que nous allons obtenir de COS-LEPI, qui sera remis après-demain, c'est-à-dire jeudi, dans 48 heures, à la Sénat, c'est un fichier électoral. Appelons un chat, c'est-à-dire une liste adopte pour que nous allions aux élections. Donc, selon vous, ce n'est pas une LEPI? Non, ce n'est pas une LEPI. Nous l'appelons LEPI tout simplement parce qu'il faut lui donner un nom. Mais c'est le contenu qui est important. Ce n'est pas la forme. La forme, vous pouvez lui donner le nom de liste électorale, de liste adopte, de fichier, tout ce que nous voulons, de l'EPI. Mais le contenu, c'est le contenu qui l'emporte sur tout. Et aujourd'hui, nous disons avec force, oui, après-demain, nous aurons cette liste électorale, cette liste adopte qui permettra à la Sénat, comme ça a été le cas en 2005. J'ai comme l'impression que nous ne regardons pas, nous ne lisons pas l'histoire. Le problème nous a déjà posé en 2005. Et en 2005, le 27 décembre, il y a une loi qui a été votée et nous avions organisé les élections qui ont permis au président Boni Yahi d'être élu en 2006. Alors, pourquoi on s'affole? Je dis et je répète qu'elle soit une pression ou que ce soit, je n'en sais rien, une contrainte. Et la décision rendue est une décision idoine. Et je vais terminer par ceci. Qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce que ça coûte à la classe politique? Qu'est-ce que ça coûte aux députés qui sont dans COS-LEPI de faire diligence? Mais ils ont dit eux-mêmes, bien avant la décision de la Cour constitutionnelle, bien avant la décision, que le nécessaire sera fait pour le 15 janvier, c'est-à-dire dans 2 jours. Mais si l'on dit cette fois-ci de manière péremptoire, donc ça veut dire que ça va être fait. Et la décision de la Cour n'a pas été rendue au pif, au hasard. Non, la Cour a saisi, avant de rendre sa décision, le président de COS-LEPI. Ils ont eu à échanger, ils ont eu à discuter. La Cour a investigué, la Cour n'a pas rendu des décisions de manière mécanique. Je ne suis pas le défenseur de la Cour constitutionnelle, je suis le défenseur des intérêts du Bénin et, comme j'aime souvent le dire, de la jeunesse béninoise. Donc, c'est une décision dans l'intérêt du Bénin. Et comme je l'entends, on me dit souvent que c'est Boni Yahi qui a gagné. J'ai dit non. Le chef de l'État a reçu une raclée. C'est humiliant pour le chef de l'État qu'on lui enjoigne de convoquer le corps électoral. Ça fait partie de ses prérogatives. Mais à force de tergiverser, à force de tourner en rond les Béninois, il a eu la raclée, l'humiliation. Il a été humilié par la Cour constitutionnelle. Et c'est la 3e fois que la Cour constitutionnelle est en train de dire au président Boni Yahi et par ricochet aux autres, bien entendu, je ne les oublie pas, ce que vous faites dans l'intérêt du Bénin, c'est mauvais. Je pense que déjà, si vous parlez de raclée, le professeur Gilles Badé également va se prononcer. Est-ce vrai une raclée au président? Parce que là, à suivre le bâtonnier, c'est comme si Yahi Boni échoue encore une 3e fois. De toute façon, ces partisans ont toujours déclaré dans les médias que tant que la liste définitive n'est pas disponible et que la Sénat ne leur écrit pas pour dire effectivement, Monsieur le Président de la République, j'ai bien reçu la liste, je pense que toutes les conditions sont maintenant réunies, vous pouvez enfin convoquer le corps électoral, que le corps électoral ne peut pas être convoqué. Or, le schéma proposé par la Cour constitutionnelle, ce n'est pas du tout ça. En effet, quand vous lisez même le code électoral, il est prévu que le chef de l'État convoque le corps électoral 90 jours avant la date du scrutin et que la liste soit remise à la Sénat 60 jours avant. Ça veut dire que on ne peut pas mettre la disponibilité ou la finalisation entière de la liste avant la convocation du corps électoral. Pourquoi? Parce que la convocation du corps électoral, c'est l'acte numéro 1 du processus électoral. Vous savez, si on fait des actes préparatoires des élections, que ce soit la désignation des coordonnateurs d'arrondissement, des assistants de coordonnateurs d'arrondissement, est-ce que c'est les magistrats d'abord, est-ce que c'est les avocats, administrateurs civils, toutes ces questions peuvent faire l'objet d'un contentieux. C'est des actes préparatoires qui peuvent faire l'objet d'un contentieux. Or, on ne peut faire le contentieux que devant
soit le juge de la Cour constitutionnelle, soit le juge de la Cour suprême. Mais pour le savoir, il faut savoir à quelle élection on est en train, quelle est l'élection qu'on est en train de préparer. Si un magistrat n'est pas d'accord, par exemple, sur les modalités de désignation du coordonnateur d'arrondissement, c'est un acte préparatoire d'une élection. Mais s'il ne sait pas si c'est l'élection législative ou si c'est l'élection ce sont les élections communales, ça veut dire qu'il ne sait même pas à quel juge il va déposer sa requête pour que la requête soit traitée. Ça veut dire que la période préélectorale doit être une période claire où on sait à quelle élection, vers quelle élection on est en train d'aller, pour pouvoir permettre à tous les acteurs de connaître même le juge en charge du contentieux, parce que la Cour constitutionnelle est compétente pour les élections législatives, alors que c'est la Cour suprême qui est compétente pour les élections communales. Ça veut dire que le flou dans lequel on était, où personne n'était en mesure de dire quelle était la prochaine élection, ce flou rendait pratiquement impossible tout recours devant un organe quelconque, puisqu'on ne connaît même pas l'organe en question pour gérer le contentieux préélectoral. Ça veut dire qu'il n'a jamais été juste de penser que le corps électoral devrait être convoqué après la disponibilité définitive de la liste. Et aujourd'hui, effectivement, cette décision de la Cour constitutionnelle est claire. Elle dit, écoutez, remettez les choses dans l'ordre. 1. Convoquer le corps électoral. 2. Finaliser la liste provisoire qui va être disponible le 15. Finaliser la Cour plus tard le 25. Et 3. Voici les dates, si l'on suit le code électoral, pour les élections législatives, pour les élections communales. Mais selon vous, vous pensez que le gouvernement, le président de la République ne voudrait pas convoquer le corps électoral? Je ne suis pas... Déjà, parce que déjà, de par les manigances... Disons que le doute est légitime. Quand vous lisez le code électoral et que vous vous rendez compte que le corps électoral devrait être convoqué, et vous savez pourquoi? Parce que même s'il convoque le corps électoral, dans notre pays, je sais que c'est pas juridiquement les gens vont bondir, mais la modification de la date de convocation du corps électoral, ce n'est pas une nouveauté chez nous. J'ai même l'impression que c'est la règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code électoral avait été bien pensé. Même en disant de convoquer le corps électoral, de fixer donc la date du scrutin 90 jours avant, et en mettant la disponibilité de la liste 60 jours après, il y a des dispositions dans le code électoral qui ont dit, si par extraordinaire, les conditions étaient telles que la première date fixée ne puisse pas être tenue, on fait un rappel de l'ensemble un consensus. L'ensemble des acteurs engagés dans cette élection est consulté. Et si de manière objective, avec Sénat, COSLEP et tout, on se rend compte qu'effectivement, la date a besoin d'être déplacée d'une semaine ou de 3 ou 4 jours, ce consensus est obtenu et on déplace la date. Donc, il n'y avait aucune difficulté à convoquer le corps électoral. Et surtout, autre chose, les délais qu'on veut réduire. Moi, j'ai toujours été contre il faut être contre les délais parce que, vous savez, les délais ne sont pas pris au hasard. Il faut un temps pour déposer cette candidature, il faut un temps pour la Sénat pour regarder, il faut un temps pour réajuster s'il y a des pièces à compléter, il faut un temps pour que les greffiers délivrent les certificats de nationalité, pour qu'il y ait les casiers judiciaires, il faut un temps pour qu'on envoie la liste des candidatures aux mairies, pour que les mairies organisent les affiches, les endroits où on doit mettre les affiches, il faut un temps pour que les contentieux relatifs aux candidatures soient vidés, il faut un temps pour que les contentieux relatifs aux listes électorales soient vidés et que la campagne électorale démarre en toute sérénité. Il faut un temps pour la campagne électorale, il faut un temps pour le scrutin. Il faut un temps pour mobiliser le matériel électoral. Vous savez, même quand on met en place les coordonnateurs d'arrondissement, les assistants de coordonnateurs d'arrondissement, au Bénin, là, il y a toujours des contentieux extraordinaires sur ces questions-là. Donc, les organes qui seront mis en place pourraient être éventuellement contestés. Il faut du temps pour le juge pour recevoir. Et c'est un seul juge. On dit l'ensemble du contentieux relève soit de la Cour suprême, soit de la Cour constitutionnelle pour recevoir tout ça, corriger, afin que nous soyons prêts à un moment donné pour aller aux élections. Or, si on avait réduit les différents délais tels qu'on le souhaitait tant, je ne sais pas pourquoi, on rentrerait dans un cafouillage extraordinaire. Et pour moi, ça serait un échec parce que nous avons adopté un code électoral enfin en pensant stabiliser le cadre juridique des élections et des gens ont été formés sur ce code électoral et avant même de l'utiliser de manière optimale, on voudrait déjà l'amender. Et quand on fait ces amendements au dernier moment, seuls ceux qui ont été à la base de ces amendements à l'Assemblée nationale savent ce qu'ils ont glissé dans les tests et c'est des pièges.
Parce qu'au moment même du déroulement du scrutin, surtout nous qui lisons les lois électorales depuis un certain temps, nous sommes perdus parce que on enlève ce qui constitue des choses banales, qui constituent les fondements, les pratiques démocratiques dans le monde entier. On enlève et puis on va vous mettre quelque chose, une disposition transitoire vers la fin. Vous n'avez même pas le temps de lire. Et c'est en plein processus électoral qu'on vous dit, ah, vous êtes là, vous êtes présent dans la salle. Ah oui, c'est l'article 10 qui a dit qu'il fallait être présent dans la salle. Mais allez lire l'article 150. L'article 150 a dit que pour cette élection, vous n'avez pas à être présent dans la salle. Vous allez quitter la salle. Et vous êtes complètement perdu. Donc il faut un temps même pour l'appropriation des lois électorales. Les modifications au dernier moment des lois électorales, ce n'est pas bon pour la stabilité et pour la transparence des élections dans notre pays. Je pense que si on résume un peu ce qui est dit par là, c'est qu'on ne doit pas toucher au délai, le délai surtout dans le code électoral. Mais avant cela, vous avez parlé, monsieur Jacques Migan, de raclée. Et quand vous parlez de raclée, et également, monsieur le professeur Gilles Badé a évoqué la question surtout du corps électoral. Qu'est-ce qu'il vous dit selon vous? Mais pensez-vous que le gouvernement, le président de la République, ne voudrait pas convoquer le corps électoral? Non, si le chef de l'État voulait le faire, il l'aurait fait depuis longtemps. Depuis quand, selon vous? Mais il l'aurait fait depuis... mais si vous voulez, je vais même plus loin. Juste à la fin d'une candidature. Je parle des élections communales. Je parle des élections législatives. Je parle des élections présidentielles. Les dispositions auraient déjà été prises pour les prochaines élections. On devrait déjà commencer les préparatifs, les préparations des élections qui devraient suivre. Or, nous attendons toujours la dernière minute pour faire. Et nous demeurons toujours dans des calculs opportunistes, intéressés, personnels. Et ça a été le cas du président Boni-Yahi. Il faut appeler un chat un chat. La préoccupation du président Boni-Yahi lorsqu'il voulait une loi dérogatoire, ce n'était pas dans l'intérêt des Béninois, dans l'intérêt de ce que nous avions toujours dit, qu'on abroge la loi dite complète relative à la LEPI. La préoccupation du président Boni-Yahi, c'est d'aller à la réduction du délai, comme l'a bien expliqué M. Balé et Badé. Donc, Yahi n'était pas dans, ne voulait pas, ne veut pas, je vais même plus loin, qu'on aille à l'organisation des élections, qu'elles soient... Qu'est-ce qui vous dit cela? Mais je vous ai donné l'exemple. Déjà, parce qu'il n'a pas convoqué le corps électoral, non, c'est ça suffisant. Mais et les élections municipales et communales, municipales et locales, c'est un élément fort, puisque depuis 2013, il aurait dû prendre les dispositions pour qu'on organise ces élections. Ça n'a pas été fait. Au contraire, qu'est-ce qui nous avait sorti en son temps à Bako, à Niki, qui n'a pas les moyens et que les élections qu'on organise depuis un certain temps nous reviennent très cher. Et ensuite, en ce qui concerne les élections que devrait préparer COS-LEPI, qu'est-ce qu'il nous a dit également? Il leur a remis les moyens financiers à compte-gouttes pour aujourd'hui nous dire « j'ai tout fait, je ne leur dois plus rien ». Mais il a fait comment? Est-ce qu'il a donné les moyens à temps pour permettre à cette institution que nous condamnons de jouer pleinement sa partition? Donc, nous avons plusieurs moyens pour dire que le chef de l'État, le président Boni-Yahi, ne voulait pas qu'on aille aux organisations des élections. À travers son comportement, on a compris qu'il voulait créer un précédent. Il voulait créer un vide. Et la Cour a compris, heureusement, que ce compatriote, M. Tognon, l'a saisi. Et c'est là où, en jouant, enfin, du moins à travers ses prérogatives, à travers l'article 114, la Cour constitutionnelle a su prendre les décisions idoines pour dire arrêtez le match, arrêtez l'indiscipline, je dirais, des uns et des autres. Arrêtez. Il a sifflé la fin de la récréation pour que chacun joue pleinement sa partition. Et c'est fort de ça que je vous dis que le président Boni-Yahi, à travers cette décision, doit voir une humiliation. Et la troisième du genre. Et je dis ensuite que c'est une raclée pour ceux de la mouvance qui semblent dire, ou ceux qui semblent dire que c'est une victoire pour Yahi. Je dis non, ce n'est pas une victoire pour Yahi Boni. Puisque Yahi Boni est fini. Et même ceux qui... Vous pensez qu'il est vraiment fini? C'est ce qui fait que le débat... Yahi est fini. Le débat se perpétue actuellement. Non, il y a deux choses qu'il faudrait voir. Il y a la fin du mandat du président Boni-Yahi, c'est fini.
Mais c'est le système Boni-Yahi qui va demeurer. Et il faudrait que nous commencions dès à présent à lutter contre ce système qui est en train de faire mal à notre pays à travers les corruptions, les pots de vin, tout ce que nous vivons aujourd'hui à travers les conditions dramatiques dans lesquelles les Béninois évoluent aujourd'hui avec ce système. Ceux qui profitent allègrement de ce système, ceux qui s'enrichissent, ceux qui se sont enrichis et qui continuent, qui s'accrochent pour que le système perdure. En réalité, le président Boni-Yahi n'est plus là pour nous. Il est finissant, il est en train de préparer sa valise pour partir. Mais c'est le système. Et observez un tout petit peu ce qui se passe au niveau de la classe politique. On nous parle d'une alliance Soleil. Et l'alliance Soleil renferme, si vous voulez, 12 députés de la mouvance qui disent « nous ne croyons plus en lui ». Nous ne sommes plus avec Boni-Yahi sur 25. Voyez ce que l'honorable Houdé a fait. Il était avec qui? Il était avec le président Boni-Yahi. Ils l'ont tous quitté. Boni-Yahi a qui aujourd'hui derrière lui? Ceux qui croient encore ou qui veulent encore l'utiliser comme passerelle pour être député et qui vont le quitter. Aussitôt élus, ils ne seront plus avec Boni-Yahi parce qu'ils n'ont plus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien sûr vos analyses qui vous amènent à dire cela. Déjà, on va quand même poursuivre ce débat. Et à présent, parce que vous avez dit, monsieur le bâtonnier, vous avez dit que c'est une raclée. Mais de quand, surtout ceux de la mouvance, pensent le contraire. Pour eux, c'est déjà c'est un faux pas dû au retrait de l'opposition de ce comité. C'est bien sûr le retrait du comité préparatoire du dialogue, le retrait de l'opposition qui a fait qu'aujourd'hui la Cour était obligée de prendre cette décision. On va écouter le coordonnateur national des FCBE, Eugène Azatassou, qui se prononce sur la question. Nous qui avons cherché des jeunes comme ça, quand ils disent non, c'est la classe politique et notamment l'opposition. On aurait dû faire le dialogue politique depuis longtemps, prendre cette loi dérogatoire que la Cour, prendre cette décision, aurait eu sa nation nationale qu'elle pouvait consulter. Maintenant, ça n'a pas été fait, on a fait du dilatoire, on a vidé les livres, on a fait des préalables, on a parti, et voilà. La Cour, si elle a été saisie, elle devait répondre, et pour répondre, elle devait répondre en utilisant les textes dans sa possession. Les textes, elle ne va pas aller imaginer que nous allons prendre des lois dérogatoires si nous ne l'avons pas encore fait. Vous comprenez? La conséquence, je crois que c'est ce qui est arrivé. Il faudrait qu'on en tire le leçon et qu'on sache que le Bénin est au-dessus de tout. L'opposition, mouvement, que le Bénin soit au-dessus de tout. La Cour a placé le Bénin au-dessus des élections avec la paix au-dessus de tout. On venait de suivre, bien sûr, le coordonnateur des FCBE, déjà Eugène Azatassou, qui affirme que c'est dû au blocage des activités au niveau du comité préparatoire au dialogue politique. Selon vous, est-ce que c'est vrai? Vous savez, il est malvenu pour parler de l'échec du dialogue politique. Qui est à l'origine de cet échec? Mais c'est la mouvance. L'opposition a toujours voulu d'un dialogue depuis 2006. Je dis bien depuis 2006, alors qu'il était là, le président Boni-Yahi. Les faits sont là. Que demande l'opposition pour qu'on aille au dialogue? Des choses complètement banales. On dit accès aux médias. Par exemple, c'est difficile à donner. On dit qu'il faudrait éviter un certain nombre de choses qui permettraient à chacun, c'est-à-dire il faudrait que le dialogue, les résultats qui sortiront de ce dialogue soient c'est-à-dire soient souverains, en quelque sorte. Les résultats soient souverains, s'imposent à nous tous. On nous dit non. Donc on comprend tout de suite qu'ils ne sont pas dans la logique du dialogue. Alors que le dialogue nous aurait permis de sortir de l'impasse depuis longtemps. Et ce dialogue, c'est dans l'intérêt du pays. Mais je vous dis que le chef de l'État et ses collaborateurs n'ont jamais voulu du dialogue, n'ont jamais voulu de l'intérêt, et ça ne voulu pas dans l'intérêt du Bénin. Donc, parler de l'échec aujourd'hui qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui, je dis qu'il est mal placé pour le dire, ce monsieur que je viens d'entendre. Je vais poser la même question à monsieur le professeur Gilles Balé. Déjà, vous avez suivi Eugène Azatassou. Déjà, est-ce que la décision de la Cour a quelque chose à voir avec le retrait de l'opposition du comité préparatoire du dialogue politique? Non, disons que de manière générale, avant même de répondre plus précisément à votre question, de manière générale, au Bénin, nous ne savons pas faire le dialogue politique. En fait, il y a deux manières de réguler
deux manières de sortir de l'impasse et de régler les crises. Il y a disons, la régulation politique, qui est le dialogue politique, et puis il y a la régulation juridictionnelle, la Cour constitutionnelle. Au Bénin, nous avons tellement été habitués à ce que, après notre récréation, ce soit le grand maître, la Cour constitutionnelle, qui frappe et que nous disciplinions, que nous avons perdu les bonnes habitudes du dialogue politique, alors même que c'est nous qui avions initié le meilleur dialogue politique possible dans la sous-région il y a quelques années, c'était la conférence nationale. Ça veut dire que, regardez les pays comme le Togo ou le Burkina Faso. Mais ce qui s'est passé au Burkina Faso, où un président en exercice a été, et des parlementaires en exercice, on a mis fin à la population a mis fin à leur fonction, de la manière dont nous avons vu. Est-ce que vous avez vu comment les Burkinabés se sont entendus pour régler cette transition, mais de manière extraordinaire? Personne ne pouvait s'attendre à ce que militaires, civils s'entendent, société civile, syndicats, pour répartir les choses convenablement en 2 semaines. Ils se sont tellement entendus que l'Union africaine qui avait peur, c'est pratiquement ridiculisé. Ils ont dit à l'Union africaine, ouais, vous donnez vos délais, mais nous avons besoin d'un peu plus d'une semaine, de 10 jours pour nous entendre. Ils ont réussi à le faire. Le Togo, ils font le dialogue politique tout le temps, même si c'est vrai, le dialogue politique a ses faiblesses aussi, etc. Ces pays dans lesquels les juridictions constitutionnelles sont un peu passives ont réussi à apprendre à faire le dialogue politique. Nous, c'est comme si on s'amuse parce qu'on sait que de toutes les façons, au pire des cas, il y a le juge qui va venir. Bref, ce que je constate, c'est qu'au Bénin, nous ne savons pas faire le dialogue politique. Et parce que notre Cour constitutionnelle dans la régulation est suffisamment présente, et du coup, c'est ce qui est arrivé. En fait, je suis presque convaincu que, en s'amusant, entre guillemets, avec le dialogue politique, les acteurs politiques, certains en tout cas parmi eux, savaient très bien que, au pire des cas, la Cour constitutionnelle ne va quand même pas laisser les choses s'empirer. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, il y a un lien. Si les acteurs politiques, et quand les gens reprochaient à la Cour constitutionnelle d'attendre, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Il y avait des dates qui étaient proposées par le COSTEPI, la Cour attendait de voir ce que ça allait donner. Il y a un dialogue politique qui était suscité, souhaité, sollicité, dont on avait mis en place un comité d'organisation et tout. La Cour constitutionnelle aussi a dû regarder un peu tout ça. Et quand on a vu que, sur ce terrain-là, nous avons perdu les bonnes habitudes de dialogue politique. Donc, il faut arrêter tout de suite avec ça, parce que quand on va commencer, on ne sait pas jusqu'où ça va finir. La preuve, ça a commencé, ils ne se sont pas entendus sur le minimum. Et donc, du coup, l'option juridictionnelle a été prise et la Cour constitutionnelle a pris ses responsabilités. Et je dois dire que je suis toujours émerveillé par cette intuition que les pères fondateurs de cette République dans laquelle nous sommes ont eu dans la Constitution, en confiant la régulation du fonctionnement des institutions à la Cour constitutionnelle. Ça nous a tellement sortis de l'impasse. Nous sommes gâtés au Bénin, nous sommes tellement habitués que nous ne nous rendons pas compte du service que cela nous rend. Et on vous a dit, le professeur Yvon vous l'a dit, regardez au Mali. Quand le président Toumani Touré est parti, il y a un capitaine qui a décidé que lui, il allait prendre le pouvoir. On l'a découragé, on a mis le président de l'Assemblée nationale. Il a commencé à compter les jours. Il a dit, 40 jours. Si les 40 jours là fini, c'est qu'on n'organise pas les élections. Moi, Sanogo, je reprends le pouvoir. Je vais reprendre le pouvoir. Et pendant ce temps, la Cour constitutionnelle malienne était là à regarder. Il aurait suffi que la Cour constitutionnelle prenne les choses en main et dise, voici, nous sommes dans une situation imprévue, dans une situation qui n'est pas exactement ce que les tests ont prévu, mais dans ma fonction de régulation, voilà comment je vois les choses. Je donne tel délai pour préparer les élections, je donne tel délai pour faire ceci, je donne tel délai pour faire ceci. Et le Mali aurait économisé pas mal de crises. Donc chez nous, nous voyons heureusement que notre Cour constitutionnelle, même si on n'est pas d'accord avec tous les aspects, nous voyons au moins qu'il y a une récréation dont la fin est sifflée à chaque fois que nos acteurs politiques oublient l'intérêt supérieur de la nation. Je vois déjà que nous tendons progressivement plutôt vers la fin de cette émission, mais nous allons quand même revenir au nœud de la question, ce qui constitue le blocage de l'organisation des élections, parce que depuis 2013, on devait quand même passer à ces étapes électorales, mais on est resté là, faute d'une LEPI disponible, une LEPI qu'on a voulu réactualiser, corriger tout ceci. Maintenant, nous allons suivre quand même celui qui est qui conduit les opérations, qui chapeaute le COSDEPI, Sakalafia, parce que déjà, à l'interroger, à l'avoir entendu, on a quand même senti que vraiment le COSDEPI serait fin prêt le 15. Nous allons d'abord quand même l'écouter sur la décision de la Cour et le réécouter également sur la disponibilité maintenant de la LEPI. D'abord, c'est inutilisable. C'est inutilisable parce que déjà, c'est illégal. En 2011, il y a déjà des décédés. On peut se mettre à instruire quand les acteurs, vous qui avez connu que déjà décédés.
Dans la liste 2011, il y a des gens qui sont aujourd'hui en âge de voter qui ne figurent pas. Là, il y a une nouvelle loi qui a défini les nouveaux villages et les nouveaux centres de vote. Dans la liste 2011 ne fait pas cas des dispositions prises par les nouvelles lois. La Cour ne devrait même pas faire attention à cette liste du tout, du tout. À la limite, il devrait pouvoir dire la liste 2011 apurée. C'est-à-dire, bon, là, elle nous donne la possibilité de chercher un moyen d'enlever les gens qui se présentent décédés. Bien sûr, on avait pris l'engagement de chercher la Sénat à CCP pour que ce soit au niveau de la liste. J'ai essayé d'apprêter la liste pour le 15. On a eu en moyenne 15% de personnes qu'on n'avait pas retrouvées. Les 25%, c'est les gens qu'on n'a pas retrouvés, les personnes décédées. J'attends les rapports, parce que les gens sont rentrés hier soir, et c'est le rapport oral qui m'a fait cas de ça. Ça varie d'une commune à l'autre, selon que les gens ont pris dans le sérieux ou bien ils ont pris dans la légère. C'est-à-dire, si par exemple, c'est une liste, on cherche 100 personnes, généralement 75 personnes sont retrouvées en milieu rural. Et les 25%, c'est souvent des gens qui ont décédé ou bien qui ont quitté la zone. On n'a pas retrouvé, oui, bon, on sait plus où les personnes les connaît, ou bien on n'a pas retrouvé, surtout des peuls. Comme c'est des gens qui vivent un peu isolés, ou bien ils sont nomades, bon, ils n'arrivent pas à retrouver, puis les photos n'étaient pas en couleur. Et bon, ils ont souvent des noms très très proches des uns des autres. Sinon, les autres autochtones installés là, les gens retrouvent souvent. Alors, encore 8 minutes à passer dans cette émission, monsieur le bâtonnier Jacques Migan, déjà par rapport à cette sortie, à ce qu'a dit le président du COSDEPI, vos impressions. Non, je pense que nous sommes arrivés à un tournant très important. Après-demain, il faudrait que la liste soit déposée, le fichier soit remis à la Sénat. S'ils sont presque prêts, qu'ils fassent le nécessaire, qu'ils le remettent, puisqu'il n'a pas été dit qu'en remettant, le fichier sera opérationnel à partir du 15. Il est dit que jusqu'au mois de février, on pourra toujours continuer à travailler sur ce fichier. Donc, il y aura certains... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, il y aura des détails qui seront travaillés, il y aura un certain nombre d'améliorations qui seront faites. Donc, je pense que la décision de la Cour imposant à l'un et à l'autre, du moins en ce qui concerne COSLEPI, de restituer, est une décision salutaire. Et il leur revient maintenant de faire le nécessaire. S'ils ne veulent pas qu'on aille à cette LEPI de 2011, s'ils ne veulent pas qu'on fasse avec la liste de 2011 qui a permis le chaos et qui leur a permis à eux, députés, d'être élus, si nous ne voulons pas de cette LEPI de 2011, remettez ce que vous avez, puisque d'après ce que nous avions compris, du moins Foscoli, non, je dis Foscoli, le COSLEPI, excusez-moi. COSLEPI nous a bien dit qu'il a travaillé à partir pas du néant, mais à partir des bribes. Donc, n'a pas travaillé avec 2011, avec les instruments 2011, qui n'existent pas en tant que tels. Selon pas vous, une LEPI, selon moi. Une LEPI qui n'a jamais existé. Non, c'est une LEPI qui n'a jamais existé. Nous avions eu une liste. Il faut appeler un chat et chat, comme je continue à le dire. Nous n'avions jamais eu LEPI. Quand on va dans les explications de la LEPI, quand on explique ce que c'est que la LEPI, c'est pas ce que c'est. Nous avions une liste qui a été tronquée en 2011. Et le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Les experts internationaux l'ont reconnu. Les Béninois, toutes tendances confondues, opposition, mouvement, l'ont reconnu. Donc, ce qui est en train d'être fait, s'ils l'ont fait, si quand même ils ne l'auraient pas fait complètement, qu'ils restituent à partir de jeudi prochain les instruments qui sont à leur disposition pour que la Sénat commence à perfectionner, à améliorer cet instrument qui serait mis à disposition. Alors, c'est là où nous disons, qui sont ceux-là aujourd'hui qui vont faire ce travail? Vous disiez tout à l'heure que la Sénat serait contrôlée par le chef de l'État parce qu'à sa tête, il y aurait quelqu'un qui serait de son obédience. Nous nous disons non. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Nous sommes dans l'intérêt général aujourd'hui. Et s'ils nous écoutent, ceux de la Sénat, il faut qu'ils comprennent que l'enjeu est capital. L'enjeu est capital parce que les élections qui vont s'organiser à partir du 26 février, c'est des élections c'est des élections législatives. Et ces élections législatives, ce n'est pas pour Boniaï. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, ceux qui vont à ces élections, la majorité de ces anciens députés de la mouvance ne sont plus avec, ceux-là ne sont plus aujourd'hui avec Boniaï. Donc il faudrait qu'ils travaillent dans l'intérêt du pays.
parce que c'est le plus bouilli qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est le Bénin qui nous préoccupe. Donc, au niveau de la Sénat, qu'ils jouent leur partition, et au niveau des politiques qui jouent leur partition, et j'invite encore la Cour constitutionnelle à y veiller, puisque au finish, c'est encore elle qui traiterait et qui jugerait. Parce que en ce qui concerne les élections législatives, c'est du ressort de la Cour constitutionnelle. Nous avons que 3 minutes. Rapidement, professeur Gilles Ballet, déjà, vous avez suivi le président du COSLEPI qui se prononçait, qui a quand même justifié en disant que le 15 prochain, on aura vraiment cette liste. Selon vous, c'est vraiment la résolution de ce temps de difficulté? Oui, et c'est exact, c'est conforme à ce que je disais. La pression a été mise et ça a marché. C'est-à-dire que à partir du moment où eux-mêmes trouvent, parce qu'il faut pas oublier que M. Sakalafi a joué un très grand rôle dans l'organisation des élections en 2011. Et il y a eu des problèmes dans une zone de notre pays par rapport à des transports de matériel électoral, à un certain nombre de choses. Et il est au cœur donc du dispositif de 2011. Donc si lui-même vient nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas utiliser l'EPI de 2011, on prend acte de cela. Et c'est pour ça que je dis, à partir du moment où le COSLEPI, c'est un rassemblement de l'ensemble des forces politiques importantes, en tout cas qui sont représentées à l'Assemblée nationale, eux-mêmes ont vu que, attention, la deuxième hypothèse là de la Cour constitutionnelle, il ne faut pas aller vers ça. C'est effectivement un moyen de pression. La Cour ne peut pas sérieusement vouloir ça. Et nous-mêmes, acteurs politiques, ne pouvons pas sérieusement vouloir ça. Donc, nous allons tout faire pour que, enfin, une date que nous donnons là, nous la respections. Ce n'est plus comme le 30 novembre, le 14 décembre, je ne sais plus quelle autre date. Ça va être maintenant une date qui va être réellement respectée. Et je suis heureux que, effectivement, suite à cette décision, le COSLEPI ait écrit à la Sénat de manière très officielle pour dire nous allons vous remettre effectivement le fichier. Et vous savez pourquoi c'était important de le faire aussi? Il ne faut pas que les gens organisent les élections auxquelles ils vont participer. Parce que c'est des députés qui sont là au niveau du COSLEPI et qui sont en train de finaliser une liste électorale depuis longtemps. Si on les laisse, ça veut dire qu'ils seront en train d'organiser des élections auxquelles ils vont pouvoir participer le 26 avril. Ça veut dire que c'est pas normal. Donc il faut remettre à l'organe indépendant qui organise les élections de façon à ce que les élections soient organisées. Tout est bien, qui finit bien. Merci à vous, le professeur Gilles Ballet. Je vais quand même accorder un dernier mot très rapidement, en 10 secondes, au bâtonnier pour un mot de fin. Non, je crois qu'il faudrait saluer la décision de la Cour constitutionnelle qui vient de nous sortir de l'impasse et que nos compatriotes comprennent que nous avions une Cour, on peut la critiquer, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais à travers cette décision, il faut applaudir cette Cour, à travers cette décision. Et personnellement, je dis, rien n'est parfait, mais nous avions quand même eu une décision qui nous sort de l'impasse et qui a sifflé la récréation et du côté de la mouvance et du côté de l'opposition et je dirais même du côté des hommes politiques qui nous ont tourné en rond depuis un certain temps. Merci à vous. C'était bien sûr le bâtonnier Jacques Migon, également le professeur Gilles Ballet au sujet que vous connaissez bien sûr, la décision rendue par la Cour constitutionnelle qui traitait de la question électorale. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Océan FM.